Bien, chers collègues. Ça doit être Monsieur Mignola qui est là. Bonjour. Bien, avant d'aborder l'ordre du jour de cette matinée consacrée à l'évaluation des lois, nous devons procéder à la désignation de plusieurs rapporteurs. Tout d'abord, notre commission est saisie de 2 propositions de loi inscrites le 17 mai prochain en séance dans le cadre de la journée réservée au groupe MODEM pour rapporter sur la proposition de loi de M. Sylvain Wazerman en faveur de l'engagement associatif numéro 848. J'ai reçu la candidature de notre collègue Sophie Mette. Il n'y a pas d'opposition. Je vous remercie. Pour la proposition de loi de M. Patrick Mignola visant à créer un droit voisin au profit des éditeurs de services de presse en ligne, numéro 849, j'ai reçu la candidature de Patrick Mignola qui rejoint à cette occasion notre commission. En êtes-vous d'accord, mes chers collègues? Je vous remercie. Nous examinerons ces 2 textes en commission mercredi 9 mai à 9h30. Nous allons par ailleurs procéder à la désignation d'un rapporteur pour avis sur le projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, numéro 846. Ce texte très conséquent comporte en effet plusieurs dispositions concernant d'une part le rôle des architectes des bâtiments de France, ABF, et d'autre part la place des architectes et des concours d'architecture dans les projets de construction et d'aménagement. Sur ces 2 sujets, l'avis de notre commission pourra utilement apporter un éclairage spécifique à ce projet de loi. Pour ce rapport, j'ai reçu la candidature de Raphaël Gérard. Il n'y a pas d'opposition, je vous remercie. Le projet de loi devrait être inscrit en séance à partir du mardi 29 mai. J'attire votre attention sur le fait qu'il s'agit d'un examen pour avis limité à certaines dispositions du texte. Le champ de notre saisine sera précisé sur la convocation de la commission et seuls les articles ou parties d'articles concernés par cet avis pourront faire l'objet d'amendements dans notre commission. Bien, avant de venir directement à notre premier point de l'ordre du jour, je voulais vous informer que le compte Twitter de la commission est activé. Et donc, je vous invite à le suivre, bien entendu. Et à le relayer. Son petit nom, @an-du-bas afcult. C'est pas lui qui a décidé. Hein. Merci beaucoup. Bien, nous en venons donc maintenant au premier point de notre ordre du jour avec la présentation du rapport d'évaluation de la loi du 8 juillet 2014 encadrant les conditions de la vente à distance des livres et habilitant le gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives aux contrats d'édition. Je rappelle que cette évaluation a été décidée par le bureau de notre commission en octobre dernier en application du 3e alinéa de l'article 145.7 du règlement qui prévoit qu'à l'issue d'un délai de 3 ans après l'entrée en vigueur d'une loi, 2 députés, dont l'un appartient à un groupe d'opposition, présentent à la commission compétente un rapport d'évaluation sur l'impact de cette loi. Ce rapport fait notamment état des conséquences juridiques, économiques, financières, sociales et environnementales de la loi, le cas échéant au regard des critères d'évaluation définis dans l'étude d'impact préalable, ainsi que des éventuelles difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de la dite loi. Le projet de rapport de nos collègues Yannick Kerlogot et Michel Larive vous a été adressé lundi après-midi. Il témoigne du travail approfondi qu'ils ont mené sur ce texte, a priori très technique, et dresse un tableau que je trouve particulièrement intéressant du secteur de la librairie indépendante dans notre pays. Et donc, je vous laisse sans plus tarder la parole. Merci, Monsieur le Président. Demat Danol, Veljust, Lawenon do Queludamant, Vidarberé. Je suis content de vous voir ici aujourd'hui. Chers collègues, notre commission des affaires culturelles, comme vient de le dire le Président, donc notre commission des affaires culturelles et de l'éducation nous a désignés pour être co-rapporteur Michel Larive et moi-même de cette évaluation de loi. Sauf erreur de ma part, je me retourne vers vous, c'est la première évaluation de loi que l'on présente dans la commission éducation, hein, c'est bien ce que je pensais. Donc cette loi, tout comme la loi Langue du 10 août 1980 sur le prix unique, a fait l'objet d'une adoption à l'unanimité. Je pense que c'est important de le souligner tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, ce qui constitue un signal très fort pour les professionnels du secteur. Les quelques 25 auditions que nous avons menées l'ont confirmé. Donc ce matin, nous allons vous présenter nos conclusions à 2 voix. Les constats, les propositions
discussions sont développées, bien entendu, et partagées par l'un comme l'autre, ce qui n'a pas empêché des échanges très intéressants. Pour autant, nous partageons l'essentiel, c'est important de le dire, la défense du secteur du livre dans notre pays et un attachement tout particulier aux librairies indépendantes. Et avant d'entamer la présentation de cette audition, comme beaucoup de nos collègues avant nous, nous tenons vraiment à remercier Michel Larive et moi-même, Madame Debaille, administratrice, qui nous a accompagnés tout au long de cette procédure. Et nous tenons absolument à appuyer ces remerciements sur à la fois le professionnalisme et l'engagement dont elle a fait preuve. Et ça a été vraiment un cadeau que de travailler dans ces conditions. Après avoir dressé le bilan de l'application de chacun des 2 articles que compte la loi de 2014, nous reviendrons plus en détail sur les propositions contenues dans notre rapport, à la lecture duquel nous vous renvoyons évidemment pour de plus amples développements. Je laisse donc la parole à Michel. Bonjour. Là, il est allumé. Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est un rapport effectivement très technique, donc voici le bilan de l'article 1er. L'article 1er de la loi de juillet 2014 encadre les conditions de la vente à distance des livres en mettant fin à la pratique consistant à cumuler l'octroi d'une réduction de 5% sur le prix du livre fixé par l'éditeur et la gratuité des frais de port. Notre travail a consisté à mesurer si le dispositif adopté en 2014 avait bien été calibré au regard des objectifs que s'était fixé le législateur et à mesurer ses effets sur le marché du livre en général et sur Internet en particulier. Les contournements, sinon à la lettre du moins de l'esprit de la loi de 1981, constatés avec l'arrivée sur le marché du livre français de grandes plateformes de vente en ligne, ont justifié une nouvelle intervention du législateur en 2014. Parmi les options dont il disposait alors, il a choisi d'interdire le rabais de 5% pour les livres vendus en ligne et livrés aux consommateurs et à l'initiative du Sénat d'interdire la gratuité des frais de port. Le bilan est qu'il est possible de dresser de cette disposition reste en demi-teinte. Elle a d'ailleurs été bien vite raillée. Quelle efficacité attribuée à une intervention législative interdisant la gratuité des frais de port qui conduit les grandes plateformes, dès le lendemain de la publication de la loi, à facturer ceci à 1 centime d'euro. Ce montant dérisoire a été vu comme une réponse cinglante faite aux législateurs. Sur ce point, nous vous renvoyons, chers collègues, à la lecture des travaux préparatoires de la loi qui illustrent la parfaite conscience qu'avait le législateur, et notamment M. Christian Kert, rapporteur pour l'Assemblée nationale, des limites qu'aurait nécessairement cette loi, cette future loi à l'époque. Nous soulignons en outre que le bilan de l'article 1er est loin d'être négligeable. En premier lieu, et il faut sans cesse le rappeler, la loi a eu pour conséquence qu'il est désormais plus avantageux d'acheter un livre en librairie, où le libraire peut pratiquer la décote de 5%, notamment à destination de ses clients fidèles, que de le commander en ligne, où la décote est interdite et où les frais de port ne peuvent être égaux à 0. En outre, l'encadrement des avantages commerciaux en ligne a eu un impact symbolique indéniable. La loi a rappelé aux consommateurs l'existence de la loi sur le prix unique et favorisé une prise de conscience des conditions fiscales favorables dont bénéficient certaines grandes plateformes de vente en ligne. Elle a ainsi participé à l'apparition d'un mode de consommation militant en librairie. Enfin, la loi de 2014, en mettant l'accent sur la vente en ligne, a conféré une plus grande visibilité aux différents portails de vente sur Internet mis en place par les librairies indépendantes depuis plusieurs années. Il s'agit notamment de leslibraires.fr, lalibrairie.com, Place des librairies, librairieindépendante.com. S'agissant de l'effet de la loi sur les chiffres de vente en commerce physique et en ligne, c'est difficile à quantifier pour plusieurs raisons. D'abord, il n'est pas aisé de dissocier les effets propres de la loi avec ceux du plan de soutien à la librairie indépendante lancé en janvier 2014 par le ministère de la Culture. Ensuite, il est complexe d'obtenir des statistiques fiables, en raison notamment des réticences, bien sûr, des grandes entreprises à fournir leurs chiffres de vente. Il ressort néanmoins des éléments dont nous disposons que le rythme de croissance des ventes en ligne a ralenti, particulièrement d'ailleurs à partir de 2013-2014.
Si le ralentissement a donc été amorcé à l'entrée en vigueur de la loi, il n'est pas interdit de penser qu'elle l'a conforté. S'agissant du nombre de libraires dans notre pays, il est, et il reste, très important. C'est une des heureuses conséquences de la loi de 1981 qui a servi d'abri à tout un écosystème du livre, contrairement à la situation qui prévaut dans d'autres pays. Leur nombre a même augmenté en 2017, le nombre de reprises et de créations l'emportant sur le nombre de fermetures. En outre, c'est à compter de 2014 que les librairies ont pu stabiliser leur part de marché, qui connaissait une érosion régulière depuis le milieu des années 1990, sans qu'il soit néanmoins possible de faire un lien direct avec la loi de juillet 2014. Nous avons souhaité mettre en lumière les nouveaux progrès intervenus depuis le vote de la loi en juin 2017. A été signée sous l'égide du médiateur du livre une charte sur le prix du livre, signée notamment par le Syndicat national de l'édition, le Syndicat de la librairie française, le Syndicat des distributeurs de loisirs culturels et 5 grandes places de marché en ligne. On va les citer, il y en a 5, donc on peut. Amazon, Cdiscount, Fnac, les libraires.fr et Price Minister. Cette charte est destinée à mettre fin à une ambiguïté dans la présentation sur les sites des livres neufs et livres d'occasion, alors que le prix des premiers est soumis au régime du prix unique et que celui des seconds est libre. La formule du type neuf et occasion à partir de était de nature à brouiller la perception du prix unique par les internautes. Un sujet reste cependant encore en suspens. Certaines places de marché estiment que la charte ne s'applique pas sur les versions mobiles des sites. Nous estimons pour notre part que le prix fixé par l'éditeur doit être, clairement et sans ambiguïté, porté à la connaissance du consommateur internaute, qui doit être mis en mesure de comprendre immédiatement, et quel que soit le support sur lequel il consulte le site internet en cause, que le livre neuf n'a qu'un seul prix, celui fixé par l'éditeur. Je vais rendre la parole à Yannick. Donc, vous l'avez noté, cette loi comporte 2 articles. Après la présentation du premier, je vous propose un rapide bilan de ce deuxième article qui habilitait en fait le gouvernement à prendre une ordonnance pour donner une valeur législative au terme d'un accord cadre sur le contrat d'édition à l'ère numérique qui a été signé en mars 2013 après 4 années de longues et âpres discussions entre organisations représentatives des auteurs et des éditeurs. Donc pour faire court, on a là un article qui est venu clarifier, je dirais, les relations entre le monde de l'édition et celui des auteurs, des écrivains. Notre travail a consisté à évaluer, sur la forme, le respect par l'ordonnance de novembre 2014 de cette habilitation et, sur le fond, son respect des termes de l'accord cadre. Ces 2 points nous semblent bien respectés. L'ordonnance a été prise dans les délais requis. Son contenu correspond bien au champ de l'habilitation donnée. Toutes les personnes entendues se sont en outre accordées pour considérer qu'elles respectaient en tout point les termes de l'accord intervenu entre auteurs et éditeurs. Sur le fond, quels sont les principaux apports du texte qui visent pour l'essentiel à rééquilibrer les relations entre éditeurs et auteurs au profit des seconds? Premier apport, la définition de l'exploitation permanente et suivie du livre. On vous avait précisé que c'était technique, on y arrive. Cette exploitation permanente et technique du livre avec la création d'une procédure permettant à l'auteur de mettre l'éditeur en demeure de respecter les obligations qui lui incombent sous peine de résiliation de plein droit des cessions de droits d'exploitation préalablement consenties. Deuxième apport, la fixation de règles en matière de reddition des comptes par l'éditeur à l'auteur. La reddition est due au moins 1 fois par an pour chaque livre et elle doit fournir à l'auteur un calcul de sa rémunération explicite et transparent. Et là encore, une procédure de mise en demeure est mise en place avec possible résiliation de plein droit du contrat d'édition en cas de non-respect de ses obligations par l'éditeur. Troisième apport, l'ordonnance introduit dans le Code de la propriété intellectuelle de nouvelles dispositions garantissant une juste rémunération de l'auteur pour l'exploitation numérique de son œuvre, en prévoyant une participation à l'ensemble des recettes issues des différents modes d'exploitation de l'œuvre, qu'il s'agisse de vente à l'unité ou dans le cadre d'abonnement.
Le bilan qu'on peut dresser de l'application des nouvelles dispositions législatives régissant ce contrat d'édition reste au final mitigé en raison de pratiques encore variables selon les éditeurs. Si les grandes maisons d'édition ont, pour la plupart, adapté leur matrice de contrat et leur logiciel de gestion des droits d'auteur aux nouvelles règles, toutes les plus petites structures éditoriales, par manque de moyens sans doute, ne se sont pas encore appropriées les nouvelles règles contractuelles. Même dans les plus grandes maisons d'édition, certaines dispositions tardent à être mises en œuvre et les nouveaux contrats d'édition signés ne respectent pas toujours les nouvelles règles, semble-t-il, on va dire par un abus de copier-coller sur la base d'anciens contrats. On a donc un effort de pédagogie qui doit se poursuivre et qui doit donc être mené auprès des éditeurs afin que les dispositions contenues dans le Code de la propriété intellectuelle soient pleinement appliquées. Donc, si l'on doit retenir au moins un élément à travers la présentation de ces trois apports, c'est que la clarification de la relation entre le monde de l'édition et le monde des auteurs avait besoin d'être précisée, apportée, et comme vous l'avez compris, des marges de progrès restent encore faisables. À l'occasion du Salon du Livre de Paris, qui s'est tenu du 16 au 19 mars dernier, a été publiée une étude sur les relations auteurs-éditeurs et qui montre au final une amélioration au cours des années récentes, même si ces relations restent parfois délicates, les auteurs déplorant un manque d'information et de transparence, sans compter qu'une part importante d'entre eux doit encore réclamer le paiement des droits qui n'accompagnent pas systématiquement, loin s'en faut, la reddition des comptes. Nous nous sommes penchés avec grand intérêt sur les nouvelles avancées qui ont été obtenues depuis l'adoption de la loi de juillet 2014 au sein d'une instance, l'instance permanente de dialogue qui s'est mise en place de fait pour permettre aux auteurs et aux éditeurs de poursuivre leurs échanges. Ces avancées concernent la sanction pour défaut de paiement des droits dus à l'auteur, l'interdiction de la pratique de compensation intertitres et l'encadrement de la provision pour retour. Restent cependant encore en suspens les questions ô combien importantes pour les auteurs que sont les niveaux de leur rémunération et le manque de transparence des comptes. L'examen de l'application de l'article 2 de la loi de 2014 nous a permis de nous pencher finalement sur la question de l'avenir du livre numérique en France. Les ventes de livres numériques ne représentaient en 2016 que 3,5% du marché des ventes de livres grand public. Ce chiffre est bien moins élevé que dans d'autres pays, notamment les États-Unis et le Royaume-Uni, mais il doit être relativisé puisque le segment des livres numériques grand public ne représente que moins de 20% du marché du livre numérique, dont l'essentiel, et c'est ce qui est important de retenir, est constitué par les ouvrages scientifiques, techniques et professionnels achetés par les bibliothèques et les entreprises. En outre, rien n'interdit de penser qu'un développement important du marché du livre numérique puisse intervenir dans notre pays dans les années qui viennent, à la faveur notamment de progrès technologiques ou tout simplement d'évolution des usages des lecteurs. Il apparaît pour l'heure que ce développement est freiné par le niveau du prix des livres numériques, qui ne sont minorés finalement que de 25% par rapport au prix du livre papier à sa sortie. L'attachement fort des lecteurs au livre-objet, mais les choses pourraient changer avec les nouvelles générations, et les questions de santé publique que l'état actuel de la technologie soulève encore. Nous avons pu observer que les acteurs de la chaîne du livre se préparent néanmoins pour le cas où ce marché se développerait de manière significative dans les années à venir. Bien, dans la troisième partie de notre rapport, nous avons souhaité aborder un angle de vue prospectif et plaider pour une nouvelle mobilisation d'ampleur en faveur des librairies indépendantes. Notre premier axe est la défense de la bibliodiversité. Sur l'ensemble du territoire, la loi sur le prix unique apparaît comme une condition nécessaire mais non suffisante au maintien d'un réseau dense de librairies en raison de la concurrence exercée par d'autres acteurs de la vente du livre. C'est ce qui justifie l'intervention des pouvoirs publics pour rétablir des conditions d'un développement équilibré du marché du livre, au premier chef l'État, ministère de la Culture et Centre national du livre, mais également les régions dont l'implication est constante et même croissante. La librairie joue un rôle crucial dans l'animation culturelle des territoires, aussi bien en ville qu'en zone rurale, au travers de toutes les activités qu'elle développe, au-delà de la vente de livres, rencontres avec des auteurs, organisations de débats, expositions, concerts ou festivals, et même aides aux devoirs.
Mais les librairies sont aussi des commerces particulièrement peu rentables. Le président du syndicat de la librairie française a fait valoir qu'en moyenne, une librairie n'atteint son point mort, c'est-à-dire le moment où ses revenus commencent à dépasser ses charges, que le 27 décembre d'une année civile donnée, à 17 heures. Une telle situation rend les librairies particulièrement vulnérables aux événements extérieurs qui empêchent les clients de s'y rendre, tels les travaux de voirie, les restrictions de circulation ou les intempéries notamment. Nous sommes donc convaincus que le soutien public à l'économie du livre doit nécessairement s'inscrire en région. La réforme territoriale initiée par la loi NOTRe peut être vue comme une opportunité d'approfondir les partenariats État-région, notamment dans le domaine du livre. Ces partenariats pourraient notamment permettre une politique ciblée de soutien à la formation des libraires, mais aussi apporter davantage de souplesse dans les critères d'attribution des aides publiques. Voilà, je repasse la parole à Yannick. Alors, nous nous sommes par ailleurs intéressés à la mise en valeur de la qualité du travail des librairies, qui ne sont pas de simples marchands de livres et proposent une véritable valeur ajoutée intellectuelle pour le choix de leur assortiment et la présentation qu'ils en font dans leur librairie. On peut parler de compagnonnage d'étagères qu'ils composent et qui ne sont rendus possibles que par la connaissance fine qu'ont les libraires des ouvrages qu'ils présentent. On peut sérieusement douter qu'un algorithme parvienne un jour à remplacer ce travail si profondément personnel de ces professionnels du livre qui nous l'ont témoigné régulièrement lors des auditions et qui s'illustrent notamment par le temps consacré à la lecture des livres qu'ils ont sélectionnés et le temps consacré à la mise en valeur de ces livres. Il n'est d'ailleurs pas rare que les choix des libraires aient pour effet de redonner leur chance à des livres qui auraient pu passer inaperçus au moment de leur sortie. En parlant de tel ou tel ouvrage à leurs clients, ils lui ont donné un premier son, vite amplifié par le bouche à oreille, puis par les pratiques des grandes surfaces spécialisées des plateformes de vente en ligne. Dans cette perspective, les librairies jouent le rôle de véritables laboratoires de découverte. C'est le rôle qui fait leur avantage concurrentiel par rapport aux autres distributeurs de livres. D'où l'importance des labels qui viennent saluer le professionnalisme des librairies. Sans doute convient-il de dresser le bilan notamment de 10 ans d'application du label LIRE qui consacre les librairies indépendantes de référence, dont un amendement sénatorial d'ailleurs proposait récemment d'élargir, sans doute trop largement, les critères d'attribution. Toujours est-il que pour nous, le mérite principal de ce label est de fixer des critères de référence pour l'ensemble de la profession. Il nous semble particulièrement important que la rentabilité financière des librairies, dont la qualité est reconnue par un label, soit soutenue également par les éditeurs, conformément d'ailleurs à l'article 2 de la loi de 1981, en vertu duquel les remises octroyées par les éditeurs doivent être davantage fondées sur des critères qualitatifs plutôt que sur des critères liés à l'importance des quantités acquises par les détaillants. Nous avons pris conscience, au travers des auditions que les acheteurs de livres avaient encore, malgré l'ancienneté de la loi de 1980, une perception brouillée du prix des livres et l'idée sans doute confuse qu'il était possible de faire de meilleures affaires ailleurs qu'en librairie. En cette matière, comme dans bien d'autres, chers collègues, notre tâche de pédagogie pour faire connaître la loi que nous votons est sans cesse à remettre sur le métier. Nous nous sommes d'abord demandé s'il fallait faire à nouveau évoluer la loi, notamment pour supprimer la décote de 5% que peut octroyer le détaillant au consommateur. Cette suppression aurait le mérite de réaffirmer pleinement l'existence du prix unique. Il nous a cependant semblé qu'elle aurait plus d'effets pervers que d'avantages. En premier lieu, elle aurait pour conséquence immédiate de supprimer l'apport majeur de la loi de juillet 2014, qui donne un avantage au retrait en magasin sur la vente en ligne. Il est donc probable que les plateformes de vente en ligne tireraient le meilleur profit de la suppression de la décote, en ramenant leurs prix à hauteur de ceux des librairies. On peut douter qu'elles auraient... On peut douter qu'elle saurait faire toute publicité utile à faire connaître ce nouvel état du droit et en tirerait inévitablement avantage. En outre, le rabais apparaît comme un outil de fidélisation auquel beaucoup de clients sont attachés, notamment les étudiants, et que certains des libraires qui nous ont expressément demandé de maintenir ces 5% dans la loi.
Il nous semble donc nécessaire de trouver d'autres moyens de modifier la perception du prix unique du livre par le grand public. Les pouvoirs publics doivent maintenir un effort constant pour faire connaître la loi et sa portée. Les débats autour de la loi de 2014 avaient permis de remettre ce sujet sur le devant de l'actualité et de rappeler l'existence du prix unique. Notre réunion de ce matin, par la communication qui sera faite autour d'elle, pourrait également, modestement, y contribuer. Il s'agit à la fois de faire connaître les avantages que les libraires de proximité ont à faire valoir auprès de leurs clients, en termes de conseils et de qualité de service, de choix, d'animation et de rencontres avec des auteurs, mais aussi d'inciter les consommateurs à réfléchir sur le degré réel d'urgence de leur commande d'ouvrage et de leur faire prendre conscience de l'enjeu global que représentent leurs efforts pour ne pas céder à la voie la plus facile. D'autant que, s'agissant des livres, cela ne leur coûte pas plus cher. Il nous semble que l'effort pédagogique sur le prix unique du livre doit être prioritairement mené à l'égard du jeune public. Le rôle particulier du personnel enseignant, dans sa fonction prescriptive de l'achat du livre, a été plusieurs fois souligné lors des auditions. Plusieurs librairies ont eu le sentiment, pour le regretter, que les liens entre les enseignants et les libraires se sont depuis quelques années distendus. Les échos reçus de certains parents leur laissent entendre que les enseignants incitent parfois assez largement leurs élèves à commander les livres sur les plateformes de vente en ligne, ce que les libraires ont beaucoup de mal à accepter. Nous estimons qu'il revient aux professionnels de l'éducation nationale, autant que possible, d'inciter les élèves à pousser la porte des librairies, à multiplier les contacts avec les livres, à les feuilleter, à les découvrir d'auteur en auteur et d'autres titres que ceux étudiés en classe, à aiguiser leur curiosité et leur soif d'apprendre. C'est d'ailleurs traditionnellement ce rôle prescriptif qui légitime l'application aux enseignants de la décote de 5% sur leurs propres achats de livres. La politique d'achat de manuels scolaires par les collectivités territoriales mérite aussi d'être interrogée. Les achats groupés avec mise à disposition gratuite des livres dans les collèges et lycées n'ont pas que des avantages, ils détournent les familles de la fréquentation des points de vente de livres au moment de la rentrée scolaire donc. Alors même qu'on sait que l'achat des livres scolaires en début d'année permet souvent d'enclencher une dynamique vertueuse en encourageant la lecture de loisirs auprès des jeunes. Les économies budgétaires permises par les achats groupés doivent être in fine rapprochées des aides publiques qu'il convient ensuite de verser aux libraires de proximité pour compenser la baisse de fréquentation induite. Un autre point sensible que nous avons relevé au cours de nos études, c'est celui de l'enjeu des frais de port. Le rétablissement de conditions de concurrence plus saines entre les différents acteurs du marché du livre bute encore sur la question de l'écart entre le niveau des frais de port appliqués à la librairie traditionnelle et celui que peuvent se permettre de pratiquer les grandes plateformes de vente en ligne. Or, les frais de port ont un poids excessivement lourd pour le consommateur. Les tarifs Colissimo France de la Poste débutent pour les envois de moins de 250 grammes à 4,95 € et ils sont de 7 € pour ceux compris entre 500 et 750 grammes. Dès lors, le consommateur, et surtout dès lors qu'il doit commander un livre en ligne, il est tenté, et c'est légitime de son point de vue, de se détourner des librairies au profit des grandes plateformes qui pratiquent donc des frais de port d'un montant dérisoire, comme vous le savez, d'1 centime d'euro. Dans le cadre de leur activité de vente en ligne, les libraires sont conduits à devoir arbitrer finalement entre deux mauvaises solutions, soit répercuter les frais de port que leur facture l'opérateur logistique, essentiellement la Poste, sur le client final, au risque de détourner celui-ci de son intention d'achat, soit prendre tout ou partie de ces frais à leur charge, au risque de se priver de toute marge sur cet achat. Mais le niveau des frais de port ne pénalise pas que les libraires indépendants souhaitant vendre en ligne. Il concerne aussi toute la chaîne traditionnelle du livre dès lors qu'elle ne fait pas appel au grand circuit de distribution, ce qui est notamment le cas des éditeurs indépendants. Le niveau des frais postaux sont en outre sans rapport avec le prix des livres, dont ils représentent souvent de l'ordre de 15 à 20% du prix, soit davantage. Il faut le rappeler que la part du livre qui rémunère son auteur, 15 à 20% du prix du livre donc, est renvoyé aux frais postaux.
Nous jugeons donc indispensable et urgent que des progrès soient faits pour réduire les écarts constatés et nous préconisons prioritairement, au final, une voie négociée avec le groupe La Poste. Nous rappelons à cet égard que la Deutsche Post a mis en place en Allemagne un tarif spécifique pour l'envoi de livres dont le barème est particulièrement attractif. La Poste allemande facture 1 euro de frais de port pour un colis de livres jusqu'à 500 grammes, puis 1,65 € jusqu'à 1 kg. Nous avons bien conscience des limites de la comparaison avec le système postal allemand, dont l'organisation est différente du système français, mais il nous semble qu'il y a matière à progresser sur la voie d'un tarif préférentiel pour l'envoi de livres dans notre pays, quitte à la limiter aux professionnels du secteur du livre. À défaut, nous estimons qu'il faudra envisager de modifier la loi afin de faire entrer l'envoi de livres dans les missions de service public confiées par le législateur à la Poste, à côté des autres missions que sont le service postal universel, l'aménagement du territoire, l'accessibilité bancaire et la distribution de la presse. Missions en échange desquelles l'entreprise d'ailleurs reçoit des financements de l'État compensant les pertes. Nous estimons qu'une telle option, certes coûteuse pour les finances publiques, serait au final plus vertueuse que la situation actuelle consistant à compenser les fragilités structurelles du secteur par des aides publiques, et qu'une étude complète des coûts et économies attendus devrait être menée afin de mesurer l'impact que pourrait avoir une telle réforme. J'aborde maintenant le dernier point de notre intervention, le rétablissement d'un environnement concurrentiel sain entre les acteurs du livre. Ceci ne relève pas exclusivement du niveau national et bute sur la question plus large de l'harmonisation fiscale au plan européen, voire mondial. Le principal acteur du marché du livre, l'entreprise Amazon, a choisi de faire converger les chiffres d'affaires réalisés dans les pays européens vers une filiale basée à Luxembourg, où l'imposition sur les sociétés est beaucoup plus avantageuse. Les responsables d'Amazon France ont estimé en audition que l'entreprise n'avait aucun problème de fiscalité. En France, l'entreprise collecte la TVA pour le compte de l'État, paye ses charges sociales sur le travail des salariés, ses taxes foncières et ses taxes sur l'audiovisuel. Amazon ne réalise que peu de profits, comme en atteste son compte de résultat. C'est ce qui justifie qu'elle ne paie que peu d'impôts sur les sociétés en France. L'entreprise récuse d'ailleurs son assimilation à d'autres entreprises mondialisées, dans l'acronyme GAFA. Nous donnons acte à l'entreprise du point de vue qu'elle a exprimé, mais jugeons son raisonnement biaisé dans la mesure où l'entreprise organise la réduction de ses profits, notamment au travers d'une politique particulièrement agressive sur les frais de port, qui rend les conditions de concurrence avec les autres acteurs du marché particulièrement déloyales. Nous appuyons donc toutes les initiatives en cours dans l'Union européenne visant à avancer sur la question de l'équité fiscale des géants du numérique. Même si nous sommes pleinement conscients que les chances d'aboutir à court terme demeurent limitées. Le 21 mars dernier, la Commission européenne a présenté 2 propositions de directives en vue de rétablir l'équité fiscale avec les géants du numérique, dont l'une établit les règles d'imposition pour les sociétés ayant une présence numérique significative dans un pays européen. Une entreprise qui, dans un même pays, tire moins 7 millions de ses prestations de numérique ou dispose de 100 000 membres actifs, ou bien enfin a conclu au minimum 3 000 contrats portant sur des prestations de services numériques, serait ainsi réputée être présente de façon significative sur un territoire. Cette présence numérique significative a pour but d'enrichir la notion d'établissement stable, afin de définir de nouveaux bénéfices taxables liés à cet établissement. C'est une notion qui nous apparaît particulièrement prometteuse. En conclusion, cette mission d'évaluation nous a conduit à ne préconiser aucune évolution législative à court terme, hormis des évolutions techniques liées aux avancées des négociations entre auteurs et éditeurs. Nous continuerons d'exercer toute notre vigilance sur les suites qui seront données à nos préconisations, tant sur la valorisation de la qualité du travail des librairies indépendantes, que sur la question de la nécessaire réduction du différentiel des frais de port. Nous vous remercions de votre attention. Merci beaucoup, chers collègues. Nous passons aux questions. Monsieur Testé.
Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je voulais revenir sur un point qu'a abordé Monsieur Kerlogot dans son rapport, à savoir la place du livre numérique qui reste, comme il l'a indiqué, marginal en Europe et plus particulièrement en France où il pèse, selon les sources, entre 3 et 7% du chiffre d'affaires du secteur. Et force est de constater que l'e-book n'a pas cannibalisé le livre papier avec autant de violence que la musique digitale avait pu tuer le disque, puisque dès 2015, les ventes dématérialisées de musique, téléchargement et streaming devançaient déjà les ventes physiques. Donc selon vous, pour quelles raisons le livre numérique a-t-il autant de mal à décoller dans les usages chez nous en France? Merci, Monsieur Minot. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Si les plateformes Internet comme Amazon ont indéniablement un rôle à jouer sur le marché de la vente à distance de livres, je pense par exemple à des territoires ruraux. Les librairies traditionnelles, elles aussi, car elles y offrent un service de conseil et ont un rôle à jouer et des arguments à défendre. Comme vous l'avez dit, dans cet esprit, la loi du 8 juillet 2014 avait tenté de réglementer le marché en interdisant le cumul de plus de 5% de réduction avec la gratuité des frais de port. Toutefois, la Poste a en 2015 interdit le tarif lettre et a imposé le colissimo à tous les envois de plus de 3 cm. Cette décision, pour le moins surprenante, diminue grandement la compétitivité des librairies traditionnelles qui ont le choix entre diminuer leurs marges ou faire supporter ce coût supplémentaire à leurs clients. Elle met aussi en péril ces établissements qui participent à la vitalité des centres-villes. Ma première question est donc la suivante. Avez-vous pu mesurer l'impact économique de cette décision pour les librairies traditionnelles? Et n'est-il pas envisageable d'intégrer de la publicité dans les envois afin d'en réduire le coût? Quant à ma dernière question, elle s'intéresse à vos conclusions qui précisent que la loi a eu un impact symbolique indéniable et qu'il est moins coûteux d'acheter des livres en librairie. Mais alors pourquoi les ventes chez Amazon sont-elles en constante progression? Et c'est aussi méconnaître le choix du consommateur qui peut parfois préférer la rapidité au coût et des habitudes en fonction des finalités. On pense notamment aux livres au plaisir, mais aussi aux livres contraints, comme vous l'avez dit, par les livres scolaires. Ainsi, avez-vous pu déterminer la part des achats qui nécessitent un conseil des autres dans la consommation des livres des Français? Merci. Merci, Monsieur Minot. Madame Buffet. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci au rapporteur et je voudrais insister sur la place des librairies indépendantes et notamment du rôle de conseil, de guide qu'elles peuvent jouer auprès des lecteurs, quel que soit leur âge. On se félicite du nombre important de librairies indépendantes en France, mais la carte de France montre qu'il y a des déserts au niveau de la présence des librairies. Je pense que vous avez raison de ne pas aller vers une nouvelle loi, de maintenir la loi de 2014 qui a quand même garanti la survie d'un certain nombre de librairies. Mais vous avez, je voudrais souligner l'importance des appels d'offres, des commandes publiques pour les librairies indépendantes. Moi, j'ai une librairie qui est morte au bout de quelques semaines après l'arrêt brutal de toute commande publique de la part de la municipalité. Et nous sommes maintenant sur un territoire de 4 villes sans aucune librairie. Vous avez abordé, Monsieur Larive, la notion de modulation des aides publiques, dont j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus par rapport à ça. Merci, Madame Buffet. Madame Rubin. Oui, moi je tenais, messieurs les rapporteurs, je tenais à vous remercier et féliciter vivement pour votre travail précieux qui vient éclairer de la meilleure des façons les membres de notre commission ce matin. Vous avez pu saisir du sujet en menant en tambour battant les auditions de l'ensemble des acteurs concernés. Grâce à votre qualité d'écoute, vous avez contribué, à travers ce rapport d'évaluation, à redorer l'image de notre Parlement, lui conférant à nouveau son pouvoir de contrôle de l'action du gouvernement. Loin des dogmes et des idées préconçues, vous avez réussi à définir un équilibre subtil entre soutien au commerce de proximité et respect du principe d'une concurrence libre et non faussée. La lecture est un moyen de transport au bord duquel nous montons dès que nous ouvrons un livre. Il m'apparaît comme naturel de définir en retour des règles pour encadrer leur transport du vendeur au lecteur. Messieurs les rapporteurs, quelles sont vos judicieuses préconisations pour populariser et renforcer l'action des librairies indépendantes qui tentent malgré tout de survivre dans une économie mondialisée et déséquilibrée au profit de grandes multinationales? Merci. Merci, Madame Rubin. J'espère que l'entreprise de... Vous soulignez pour redorer le rôle du Parlement
n'est pas le monopole de cette mission assumée avec brio par messieurs Carlo Gott et Larive, et que l'ensemble du travail que nous avons mené depuis le début de cette législature va dans ce sens-là. Et je fais par exemple référence à l'excellent travail et l'excellente séance de travail qu'on a eue dans cette commission la semaine dernière avec messieurs Raffan et madame Buffet, entre autres. Monsieur Vignal. Si, Monsieur le Président, Proust disait « La lecture est ce miracle fécond de la communication dans la solitude ». Entrer dans une librairie, c'est aller à la rencontre des imaginaires et des choses les plus concrètes, comme l'odeur de l'encre et du papier. C'est parfois aussi aller à la rencontre d'un échange humain. Le livre est un produit complexe, intelligent, culturel. Il ne peut se satisfaire d'être présent sur l'étal du marchand. Il a besoin d'être présenté, proposé, suggéré. Rien ne peut remplacer la compétence du libraire, sa connaissance et son amour de la littérature. La librairie n'est pas un commerce comme les autres. C'est un lieu de rencontre d'un lecteur avec son évasion, d'échange, de communication. Pouvoir toucher le livre enveloppe du texte et de la complexité de la pensée de l'auteur. L'arrivée du numérique et des géants du commerce Internet projette cet univers dans des équilibres extrêmement fragiles. Les librairies n'échappent pas aux difficultés économiques que rencontrent tous les commerces des centres-villes. Loyers, charges foncières élevées, baisse de la fréquentation dans ces zones de chalandise. Alors, aux membres de la commission, comment faire face à cette nouvelle approche de la culture? Survivre, c'est le combat quotidien pour ces lieux de culture. Face à la concurrence agressive des grands groupes, compte tenu du rôle essentiel d'animation culturelle qu'ils jouent, il est indispensable que nous y apportions des solutions dans le cadre de partenariats bibliothèques, médiathèques et librairies, aides au loyer et taxation allégée. Madame, Messieurs de la culture est un élément essentiel dans la construction du citoyen. Le livre, la librairie sont des outils dans la transmission. Quelles sont vos propositions au niveau national, mais également européen, pour protéger ces commerces qui sont des temples de la culture? Merci, Monsieur Vignal. Madame Bruniera, est-ce qu'elle est... Ah, elle est là. Oui, merci Monsieur le Président, merci Messieurs les rapporteurs pour votre travail et pour cette présentation. Je tenais à souligner l'importance de ce rapport qui souligne comment la richesse des nouvelles technologies nous oblige à un travail de veille permanente en tant que parlementaires. Ce travail de veille doit nous conduire à ne pas empêcher, à permettre même les innovations en adoptant notre cadre réglementaire pour profiter pleinement des avancées qui s'offrent à nous. Mais ce travail de veille doit aussi être garant que l'innovation soit source de progrès et non de régression. Vous pointez avec justesse le travail qui reste à accomplir pour forger un cadre légal cohérent avec la stratégie culturelle française. Une stratégie qui veut concilier les réseaux d'information avec les lieux de culture, au nombre desquels les librairies de proximité doivent être prises en compte de façon centrale. Une stratégie qui doit aussi veiller à la convergence des intérêts entre éditeurs et auteurs, et je souhaitais vous interroger plus précisément sur la question des auteurs, plus particulièrement sur les plus fragiles d'entre eux, ceux qui sont à compte personnel ou avec des éditeurs qui ne sont pas des grandes maisons. Ces auteurs ne sont pas une marge de notre activité littéraire, ils en sont le socle, ils sont même l'effervescence dont émanent ceux qui vont être célèbres plus tard. Or, c'est parfois le principe même du droit d'auteur qui est mis en cause par le numérique. Je le sais, j'ai été interpellée de façon très précise à ce sujet. Aussi, comment pouvons-nous nous saisir de la question de la commercialisation en ligne en maintenant en son cœur le principe du droit d'auteur, en garantissant son respect dans un contexte numérique qui n'est pas toujours saisi de façon claire par le cadre juridique, par les décisions de justice. Je vous remercie. Bien, chers collègues, je vous laisse répondre à ces premières questions. Vous nous repassez la parole pour un deuxième tour de questions. Je commence par quoi? Le livre numérique, peut-être, c'était la première question. La question, c'est... oui, tu complètes, hein, sans problème. La question, si je la résume, c'est pourquoi aujourd'hui, finalement, le livre numérique ne s'est pas davantage développé. Écoutez, moi, c'est l'occasion pour moi de vous dire ce que j'ai vraiment retenu de l'ensemble de ces auditions. Ça a été dit par certains des collègues ce matin. C'est finalement cet objet incroyable, culturel qu'est le livre,
et qui est d'abord la première explication, cette manière dont le livre a pu résister, ce support physique, ce support papier, qui aujourd'hui, comment dirais-je, fait encore bien entendu ses preuves. On a effectivement un recul avec la manière dont les grandes plateformes se sont emparées du livre numérique aux États-Unis, avec d'abord une volonté évidente j'allais dire, de casser les prix, de le rendre extrêmement accessible, et pour au final avoir un modèle économique qui ne tenait pas la route. Et donc depuis quelques années maintenant, on voit effectivement le coût du livre numérique qui a effectivement énormément augmenté, qui du coup est moins intéressant que ce qu'il avait pu en tout cas moins intéressant que ce que ces auteurs avaient souhaité faire initialement. On peut parler peut-être du problème de l'interopérabilité, c'est-à-dire aujourd'hui finalement concrètement, quand vous achetez une liseuse auprès d'un fournisseur, notamment en lien avec ces plateformes de vente en ligne, on s'aperçoit que vous êtes finalement propriétaire de l'utilisation du fichier de lecture, mais vous n'êtes pas propriétaire du fichier. Et vous avez aujourd'hui un lien de propriété finalement qui est établi entre ces grandes entreprises et leurs supports, qui font que vous ne pouvez pas d'une manière pratique passer d'une liseuse, d'un support à l'autre. Et ce qui rend grandement compliqué finalement le côté accessible du livre numérique. N'oublions pas qu'aujourd'hui on a quelques études qui interrogent, notamment par rapport au jeune public, sur l'impact de la lumière bleue. Je sais que c'est quelque chose qui interroge des familles. Le livre numérique, on peut, j'essaie de regarder un petit peu mes notes. Je dirais qu'avant tout, c'est la force du livre papier qui vient démontrer qu'il a toute sa place dans notre société du XXIe siècle. Bien sûr, j'ai en tête l'audition de M. Orsena, à laquelle nous avons participé, et à qui, effectivement, on demandait la vision, et lui plaide très clairement pour des médiathèques faisant une large part au livre numérique, parce qu'une logique veut qu'aujourd'hui, il se développe. Vous aurez remarqué malgré tout que dans le cadre de la transition numérique, de cette révolution numérique, le livre a résisté à la différence de la musique, à la différence, je dirais, de l'audiovisuel, et il vient démontrer en fait qu'il a toute sa place encore et toujours. Alors c'est vrai que le livre numérique, pour peut-être conclure sur ce point, reste finalement peu attractif par rapport au livre de poche, par rapport au livre papier, puisque son prix moyen est de 25% moins cher qu'un livre physique. Alors, moi, je vais répondre à plusieurs questions qui se ressemblent, en commençant par celle de M. Minot. Sur Amazon, peut-être que ponctuellement, dans la ruralité, des gens achètent sur Amazon pour être livrés. Et puis, peut-être qu'effectivement, en ville aussi, des gens achètent sur Amazon pour être livrés alors qu'ils ont une librairie à côté de chez eux. Le problème, c'est ce que nous avons développé dans le rapport, c'est la concurrence déloyale d'Amazon. C'est-à-dire que nous sommes là dans un principe qui n'est pas équitable fiscalement, puisque ce que je dis là dans ma partie du rapport, c'est que Amazon paye ses impôts au Luxembourg, donc avec des taxes très très faibles, en faisant un chiffre d'affaires sur plusieurs pays, et ne veut pas être considéré, ne veut pas être le dernier A des GAFA, mais l'est bien. Donc cette non-harmonisation fiscale fait qu'il rentre en concurrence directe déloyale avec les librairies. Et il y a là aussi, alors on a parlé de l'objet livre et on a parlé de l'impact du livre et quelque part de la citoyenneté. Nous on a la chance d'avoir dans une petite ville qui s'appelle Saint-Giron en Ariège, 6500 habitants, 2 librairies de qualité. Tant mieux. Ça couvre un secteur géographique assez grand, environ 30 000 habitants, mais très grand géographiquement. Mais
le geste citoyen, c'est d'aller voir son libraire aussi pour aller choisir le livre. Et qu'est-ce qu'il y a de plus chez le libraire aussi? C'est qu'il y a, et là c'est pour répondre aux questions notamment de Madame Rubin et de Monsieur Vidal, c'est que chez le libraire, on a la capacité de conseil qu'il n'y a pas chez Amazon. Vous savez, Amazon, quand Amazon fait une analyse sur un livre, il prend l'analyse sur d'autres sites, par exemple leslibraires.com, et les libraires, eux, ont lu le livre et ont pu faire cette analyse, et Amazon, en fait, est suiveur et regarde quels sont les livres qui marchent et ne vont vendre que ces livres-là. Et là, c'est pour répondre aussi à la question des petits auteurs. Amazon ne vendra pas sur ses premières pages de sa marketplace, ne vendra pas les petits auteurs, vendra les auteurs que les librairies indépendantes vendront bien. Mais eux, ils vont les vendre avec un circuit de distribution énorme, puisqu'ils vont stocker, certains libraires vont stocker jusqu'à 400-600 000 ouvrages. Vous rajoutez un zéro pour Amazon. Donc, il y a ceci, il y a... j'en ai parlé de l'impact symbolique, il y a la qualité de service, le choix aussi d'animation. Il y a cet espace culturel. Dans l'espace rural, une librairie, c'est un espace culturel. C'est un espace qui ne vend pas que des livres. Les libraires français ont survécu parce qu'ils ont su faire évoluer leur métier. C'est-à-dire qu'ils ont porté conseil, ils ont animé et ils ont donné un intérêt à la lecture et ils ont raconté des histoires sur des histoires. Et donc, ça a fonctionné. Et ça, Amazon, non. Amazon ne raconte qu'une histoire commerciale. Voilà. Voilà. Il y a aussi donc un axe de développement à regarder véritablement, et on le dit dans le rapport, c'est celui vers les enseignants. On a eu des retours des enseignants conseillés aux enfants d'acheter des livres, leurs livres scolaires sur Amazon, ou les livres à lire dans le programme sur Amazon. Effectivement, là aussi, il y a un principe de citoyenneté. Si on veut qu'il reste encore un maillage de librairies sur nos territoires, il faut que cette citoyenneté soit aussi portée par les enseignants. Ça, c'est quelque chose qu'on voulait soulever parce que ça nous a paru quand même assez conséquent. Voilà, sur cette question-là. Ensuite, il y avait la question de la modulation des aides publiques. Alors, sur la modulation des aides publiques, voilà, c'est une stratégie d'aménagement commercial élaborée, concertée à l'échelon régional. Alors, c'est un rapport qui pointe notamment le manque de souplesse des critères d'attribution des aides publiques, qui sont attribués en fait à des librairies d'un certain niveau. Toutes les librairies n'y ont pas accès. Donc, nous, ce que nous disons, c'est d'assouplir ces attributions, ces critères d'attribution pour que les petites librairies aussi aient accès aussi à ces aides publiques. Et donc, on participera à l'ancrage et au développement, sûrement, puisqu'on l'a dit, hein, la librairie en France se développe, au développement des librairies en France. Voilà, alors, en zone rurale notamment, mais en zone urbaine, périurbaine, bien entendu aussi. Hein. Voilà, sur ces questions, je regarde si j'ai fait le tour. Après, je vais passer la question. Je te passe là. Sur les auteurs, la fragilité. Ouais. Ben, je vais te passer la parole, Yannick. Oui, rappelez que le réseau de ces librairies indépendantes aujourd'hui bénéficie quand même d'un soutien de l'État, c'est important de le dire, notamment via le Centre national du livre, le CNL, qui veille effectivement à ce qu'on apporte à ces différents réseaux une vraie dotation. En 2015, les régions, par exemple, ont consacré 24 millions d'euros au secteur du livre. Et on s'aperçoit que de 2011 à 2015, le soutien apporté par les régions, et donc en lien aussi avec la DRAC, s'est vérifié. On a quelques grandes régions qui ont des soutiens affirmés depuis très longtemps. Et on s'aperçoit que le reste des régions ont établi des partenariats à la fois avec l'État, mais à la fois avec ces réseaux, pour notamment inciter les porteurs de projets à s'installer. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'en 2017, le nombre de libraires a augmenté en France. On a bien sûr
conscience de la fragilité. Michel a rappelé ce fameux 27 décembre à 17h qui vient nous rappeler la période d'équilibre qui est atteinte seulement qu'en fin d'année. Mais on a, au-delà de la fragilité, un vrai réseau très fort qui participe de l'exception culturelle française quand on a un regard plus européen, voire mondial. C'est important de le dire. Et donc, la politique à la fois portée par la DRAC et l'État, via le CNL, c'est aussi renforcé par une politique des régions qu'il faut continuer à encourager, bien entendu. Notamment, on le disait tout à l'heure, pour cette formation nécessaire dans l'aménagement, dans la manière d'accueillir, dans la formation, d'une manière générale, des libraires. Soutien nécessaire aussi pour qu'ils puissent adapter leur métier aux évolutions. On pense aux nouveaux logiciels, aux créations des sites Internet, par exemple, et à leur présence sur les réseaux sociaux. On s'aperçoit que c'est un accompagnement ou c'est une pratique qui n'est pas évidente. Et voilà, la politique nationale volontariste d'aménagement culturel du territoire, elle est effective, elle doit bien sûr être encouragée, mais n'oublions pas que depuis quelques années, on a un effort supplémentaire qui a été porté par les régions. On va vous laisser le temps de réfléchir. Et par ailleurs, il y a un certain nombre de questions qui peuvent aussi amener des réponses écrites. Il n'y a pas de... Non, c'était un peu sur la poste. Non, je vois pas trop. Bien, nous passons donc aux questions suivantes et on reviendra éventuellement dessus, que ce soit lors de cette commission ou par la suite. Madame Casarian. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, pour la présentation de votre rapport. La loi Langue de 1981 sur la politique du prix unique a permis de maintenir une certaine diversité culturelle et a soutenu un réseau de distributeurs indépendants. Toutefois, les objectifs de cette loi sont aujourd'hui mis en péril par l'apparition de grandes plateformes de vente en ligne comme Amazon. Ça a été largement débattu tout à l'heure. Alors que la taxation équitable des GAFA promue par l'Union européenne fait face aux réticences de plusieurs pays, comme notamment l'Irlande, comment est-il possible, selon vous, aujourd'hui, d'agir dans un cadre strictement national et à court terme? Et si oui, comment? Sachant qu'il sera, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, difficile d'établir une équité fiscale entre les géants du numérique. Je vous remercie. Merci, Madame Casarian. Madame Dubois. Merci, Monsieur le Président. Alors moi aussi, je voudrais saluer la qualité de ce rapport qui a été vraiment intéressant. Je voudrais attirer l'attention sur les problèmes liés à la transmission des librairies. Vous avez dit dans votre rapport, à juste titre, qu'actuellement, les libraires qui ont ouvert leur commerce dans les années 81 sont en train de partir progressivement à la retraite et qu'il y a un grand risque pour le repreneur, un risque financier. Et j'ai vu que l'association l'ALDEC, donc c'est l'association pour le développement de la librairie de création, participe à un soutien pour la reprise. Donc c'est une association qui a été créée par des éditeurs il y a 20 ans et qui est dotée à la fois de fonds par les éditeurs et aussi de fonds publics par le CNIL et par le ministère de la Culture. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi se tourner vers les plateformes Internet actuellement pour participer à financer cette association et pouvoir aider à la reprise et au maintien des librairies et à leur reprise? Merci. Madame Victory. Oui, alors je ne le ferai pas aussi bien que ma collègue, mais c'est vraiment un rapport très très intéressant que vous nous faites et c'est un sujet, je crois, auquel on est vraiment tous très très attachés. Donc merci beaucoup au rapporteur. C'est une question qui est peut-être un peu hors rapport. Moi, dans ma ville de 11 000 habitants, nous avons 2 libraires aussi, et dont un s'occupe beaucoup et vend des livres anciens. Mais il a aussi de grosses difficultés avec les brocanteurs qui, là aussi, jouent un rôle de concurrence pas très loyal. Donc, je me demandais si vous aviez pu évoquer cette question lors de vos auditions. Voilà. Et
l'aide qu'on pourrait porter, il y a aussi peut-être de développer davantage les formations de CAP de libraires qui sont vraiment intéressantes et qui sont finalement pas très très connues et mises en valeur. Il me semble que ça peut être une solution aussi. Voilà, merci. Merci Madame Victory. Monsieur Bois. Merci Monsieur le Président, mais je vais être bref puisque ma question portait sur les frais de postaux et mon collègue Karl Gott a bien répondu tout à l'heure. Voilà. Merci Monsieur Bois. Monsieur Roussel. Merci Monsieur le Président. Merci à vous, messieurs les rapporteurs. Vous l'avez dit, donc la loi du 8 juillet 2014 vise à protéger donc les librairies physiques contre la concurrence des sites de vente en ligne. Mais je souhaitais donc, outre cet aspect compétitivité prix, je souhaitais surtout avoir des éléments, et je m'interroge sur les éléments de compétitivité hors prix entre donc les librairies physiques et les sites de vente en ligne, car je pense que c'est ici que se situe sans doute la solution pour enrayer le déclin des librairies physiques tel que vous l'avez décrit et qu'on peut le constater. Alors, ma question est simple, c'est quelles sont les stratégies mises en place et que vous avez constaté vous-même par votre travail, par les librairies, pour valoriser leurs atouts de proximité, d'expertise et de présence physique face aux sites de vente en ligne. Deuxième question, est-ce que la loi de 2014 permettait-elle donc aux libraires de valoriser ces atouts pour attirer de nouveaux clients? Merci pour votre éclairage. Merci Monsieur Roussel. Monsieur Attal. Oui, merci Monsieur le Président, merci à messieurs les rapporteurs pour votre travail et ce rapport. Moi, je voulais revenir sur la question du prix unique du livre. Donc, vous vous rappelez dans votre rapport qu'il a permis la préservation d'un modèle français de diffusion et des livres et qui garantit le maintien de la diversité culturelle. Vous vous rappelez aussi l'impact qu'a le prix unique du livre, y compris psychologiquement sur les consommateurs qui peuvent faire des achats d'impulsion davantage que si il pouvait y avoir une concurrence. Et pour autant, vous rappelez qu'il y a encore une difficulté dans la promotion et dans l'information de ce prix unique. Vous écartez la suppression de la décote de 5% et plaidez plutôt pour des mesures visant à mieux informer et mieux promouvoir ce prix unique du livre. Est-ce que vous pouvez nous en donner un peu les détails? Je vous remercie. Merci Monsieur Attal. Madame Dumas. Merci Monsieur le Président. Moi, je vais avoir un ton peut-être un peu plus nuancé parce que autant je trouve que vous avez bien fait état des avantages de cette loi qui a permis de rééquilibrer les choses, bien mis en avant, évidemment, comme vient de le faire mon collègue, l'importance du prix unique du livre, qui est maintenant un des fondements de la diversité culturelle au niveau européen. Mais ce que je trouve dommage, c'est quand même le ton. C'est-à-dire qu'à côté donc d'une évaluation positive de cette loi qui a rééquilibré les choses, on a vraiment le sentiment qu'on oppose des modes de diffusion et des modes de consommation du livre, alors que je pense qu'il faut que tous ces modes existent, que ce soit les librairies, que ce soit les bibliothèques, que ce soit effectivement les plateformes qui permettent effectivement d'envoyer les livres et de réduire la fracture culturelle. Donc je ne comprends pas pourquoi on fait autant d'opposition entre les uns et les autres. Plus il y aura de consommation des livres par tous les moyens, et mieux ce sera. Et moi, c'est un petit peu ça que je trouvais dommage dans le ton du rapport. Sur les propositions, j'ai le sentiment que la proposition sur un service public du livre sera extrêmement compliquée. On sait ce que ça coûte déjà pour la presse écrite et le déficit de la Poste n'est pas du tout compensé par l'État, donc ça paraît un peu compliqué. Maintenant, il peut y avoir des aménagements comme ça a été proposé, mais peut-être pas de cette nature-là. Je pense aussi que tout ce qui est critères, de revoir les critères d'attribution, c'est une bonne chose. Mais moi, je me demandais pourquoi on ne mettait pas plus en avant les partenariats qu'il pourrait avoir entre les uns et les autres, et je pense que un collègue en a parlé au niveau des bibliothèques, mais pourquoi pas aussi avec les plateformes. Et enfin, un des points très importants, ça a été souligné par un collègue, c'est quand même le prix des loyers, puisque c'est ça qui fait la différence. Le fameux 27 décembre à 17h, tous les libraires vous parlent évidemment du loyer, et donc ça passe par évidemment d'autres systèmes, que ce soit avec les régions ou que ce soit par des baux. Merci Mme Dumas. Et Madame Monsieur Bournazel. Et après Madame Essayan.
Merci, Monsieur le Président. Pardonnez-moi mon retard. Donc, je crains de poser une question qui a déjà peut-être été. Donc, je vais aller très très vite. Je voulais avoir votre point de vue sur la mise en place d'un tarif préférentiel aux expéditions de livres d'auteurs français au sein du territoire national, puisque le coût est plus élevé que pour des envois à l'étranger. Et donc, les préconisations et les réponses que vous pouvez nous apporter. Merci beaucoup. Merci, Madame Essayan. Oui, merci. Je voulais en profiter pour parler de la menace sur les librairies, et notamment dans ma ville, sur la Maison de la Presse. Je voulais à cette occasion saluer la mobilisation de la population qui organise maintenant chaque samedi une animation culturelle dans ce commerce qui contribue à augmenter le chiffre d'affaires du commerce, évidemment, mais aussi à montrer que ces librairies sont des lieux de vie. Et là où il y a une vie citoyenne, la délinquance recule. Et là où il y a des livres qui sont lus, eh bien c'est un peu de lumière de l'esprit qui avance. Voilà, merci. Bien, messieurs les rapporteurs. Alors d'abord peut-être sur la Poste, on va essayer de répondre à plusieurs questions en même temps. Donc c'est vrai que 2015 est une date importante, il faut l'avoir en tête parce que la Poste a fait le choix de modifier ses tarifications, non plus en deux catégories. Hein. C'était le contenu dans un premier temps qui était retenu. Entre donc documents et colis. En tout cas, ça c'est le nouveau critère pris par la Poste. Et on a un passage aujourd'hui au Colissimo, ce fameux tarif qui est rendu obligatoire depuis 2015 pour tous les envois de livres qui ont plus de 3 cm d'épaisseur. Et donc on a là évidemment une contrainte que jusque-là les libraires ne vivaient pas forcément au quotidien. Alors effectivement, la Poste nous rappelle que pour les livres de moins de 3 cm, au final, la nouvelle proposition reste intéressante, mais globalement, on s'aperçoit bien qu'on a là des tarifs qui restent quand même, via la nouvelle tarification, vraiment, vraiment chers quand on fait cette comparaison, notamment avec l'Allemagne. Alors c'est vrai que la Poste nous rappelle à juste titre que l'organisation est différente en Allemagne parce qu'elle est beaucoup plus portée sur une organisation par région, quand nous, on a, je dirais, une organisation beaucoup plus centralisée. Du coup, on parlait éventuellement effectivement de voir l'État prendre le relais, demander une mission de service public supplémentaire, et je partage le constat qui est fait. La Poste le fait déjà pour la presse. La Poste a comment dirais-je, des contraintes financières qui ne sont pas nulles. Je voudrais simplement redonner quelques chiffres, mais c'est vrai que c'est important de le mesurer. La distribution de la presse aujourd'hui coûte quelques 900 millions d'euros par an à la Poste, et quand elle réussit à récupérer 400 millions d'euros. Donc il y a un manque à gagner. L'État lui pourvoit à hauteur de 120 millions d'euros sur ces 900 millions d'euros en lien avec la presse. Et donc le déficit est de 380 millions d'euros par an pour cette mission de distribution de la presse demandée à la Poste. Donc a priori, on se dit un nouvel effort supplémentaire viendra fragiliser la Poste. La Poste, elle n'est pas fermée à une négociation, à une rencontre avec le monde de l'édition et des libraires, en les invitant peut-être à se regrouper, à mutualiser leur organisation, notamment de stockage, de simplifier en partie le tri, parce que disons les choses, hein, les plateformes auxquelles on pense, Internet, ont des tarifs préférentiels, d'abord parce qu'il y a une organisation en amont par ces plateformes de stockage, de pré-tri, qui facilite le travail de la Poste. Donc on a là peut-être une possibilité à voir avec les différents interlocuteurs, mais on a donc une nouvelle tarification qui ne doit pas oublier quand même les offres existantes de la Poste. On a le tarif Fréquencéo et le tarif livre et brochure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le cadre de cette promotion de ce qu'on parlait tout à l'heure de l'exception culturelle française, on a la possibilité, pour des produits non marchands, d'envoyer à l'étranger des livres et brochures. Ça passe du livre scientifique à la partition, en passant par le manuel scolaire, et pour des conditions extrêmement intéressantes. Donc effectivement, on peut comprendre l'interpellation du monde de la librairie et de l'édition en disant mais
pourquoi aujourd'hui ne pas appliquer ce même tarif? Bon, ce tarif est extrêmement coûteux pour la Poste. Et on a donc le tarif fréquencé qui, lui, est déjà une première illustration de la négociation entre les éditeurs et la Poste concernant, si vous voulez, cette mission presse ou service presse, c'est-à-dire, encore une fois, dans une logique d'envoi non marchand, que le monde de l'édition puisse faire partager la promotion de ces nouvelles impressions par un tarif préférentiel, parce qu'on est là à viser des interlocuteurs qui participeront justement de la vente des livres. Et donc, la Poste a entendu cette possibilité d'avoir un tarif privilégié pour ces services presse. Voilà, en quelques mots. Donc, on a Fréquencéo, on a livre et brochure. La Poste a déjà deux propositions, mais elles ne sont pas des réponses directes pour le monde de l'édition, de la librairie, pour lesquelles le frais d'envoi est vraiment reste un problème. Vous posez toutes et tous des questions sur cette problématique de la Poste, et vous avez raison, le gros problème de l'ensemble de cette loi, c'est le portage. Et ce qu'on peut voir, c'est que Amazon, lui, arrive à négocier des tarifs avec la Poste, et la Poste nous explique que Amazon fait une partie du travail, comme l'a expliqué Yannick, c'est que Amazon conditionne, et la Poste n'a plus qu'à envoyer. Alors, c'est pourquoi il justifie le fait de pouvoir négocier des prix entre la Poste et Amazon. Il faut rappeler aussi que les loyers, ça obère effectivement la capacité d'autofinancement et les bilans de chaque librairie, mais il n'y a pas que ça, il y a surtout aussi la Poste. Pour les petites librairies, c'est 5%. Alors, nous avons reçu deux librairies, une librairie toulousaine un peu plus importante et une librairie donc ariégeoise, gironnaise, bien moins et bretonne aussi, bien moins importante, mais là c'est par rapport aux frais. La Poste, si vous voulez, la Poste représentait pour les deux 5% du prix de commercialisation d'un livre. 5%. Ça veut dire que les 5% de remise, ils sont déjà mangés pour le petit. Et ces 5%-là, les gros arrivent à les récupérer parce qu'eux négocient avec les distributeurs, les gros distributeurs comme Hachette. Voilà. Et donc voilà, et que les petits, eux, ne négocient pas. Alors eux, ils sont vraiment au 27 décembre à 17h, des fois c'est le 29. Hein. Donc voilà aussi l'impact véritable, et là tout à fait concret et pragmatique du portage, et en l'occurrence de la Poste. Sur d'autres questions, Yannick, tu veux y aller ou j'y vais comme tu veux? Il y a des choses intéressantes sur la DELC. Ouais. Comme tu veux, vas-y, dis-moi. Vas-y. Alors, sur la DELC, effectivement, vous posez une excellente question. C'est pour les plateformes. Alors, il y a ces plateformes, ces grandes plateformes, et puis il y a aussi des plateformes françaises aussi, hein, qui existent. Et les plateformes françaises sont extrêmement qualitatives. Et la différence, et comment survivre, et là je réponds peut-être de façon anticipée à des questions qui sont venues après, la solution, c'est le qualitatif. C'est le qualitatif. Et la DELC fait effectivement office d'aide à la transmission des librairies. Et pour répondre aussi à cette question des formations, la DELC accompagne aussi par des formations. Alors des formations spécifiques sûrement, et sûrement diplômantes aussi. Et quant après à financer la DELC par une ponction sur les plateformes, moi, j'y suis pas opposé. Pas du tout. C'est une très bonne question qu'il faudra effectivement se poser. Moi, je voulais simplement réagir sur ce ressenti d'une opposition entre les plateformes et, tu pourras rajouter, hein, et je dirais le réseau traditionnel des librairies. Ce qu'on a retenu aujourd'hui, il n'y a pas un acheteur type qui est exclusivement librairie, exclusivement Amazon, et vous avez raison de le souligner, on est là sur des comportements différents en fonction de la journée, je dirais, de l'heure et de la disponibilité. Malgré tout,
on se rend bien compte que le service public, d'une manière générale, l'État, le réseau des libraires indépendants, encore une fois, qui participent de cette exception culturelle française, ont tout lieu aujourd'hui de rappeler leur singularité. Et pour répondre à M. Attal, la communication, elle doit être portée à la fois par l'État. On a parlé du ministère de la Culture avec qui nous avons échangé, qui a déjà fait des campagnes pour rappeler le prix unique du livre, pour rappeler que le moins 5%, c'est une possibilité que l'on a uniquement lorsque l'on retire physiquement le livre dans une librairie, le rappel auprès de l'Éducation nationale, et pourquoi pas une mission ou une invitation auprès des enseignants à rappeler toute la spécificité, tous les conseils que peuvent apporter les libraires. Pour autant, j'étais très sensible lors de l'audition du responsable d'Amazon, par exemple, qui nous disait, mais moi, monsieur, je participe finalement à l'animation culturelle des territoires, je suis en capacité de livrer un livre en 24 heures, 48 heures, alors qu'il a été commandé à 23 heures la veille. C'est une réalité, il ne faut pas la rejeter, mais on n'aura pas la même qualité, on n'aura pas les mêmes conseils par ces biais de plateformes que ce réseau de libraires. Donc effectivement, il faut trouver une juste place entre les deux. L'acheteur militant de la librairie reste comment dirais-je, minime. C'est effectivement dans le cadre de la revitalisation des centres-villes, dans le cadre d'un engagement citoyen, comme disait Michel, qu'il faut que l'on rappelle tout l'intérêt de trouver un juste milieu, un juste rapport, un juste équilibre entre l'achat numérique et puis l'achat physique dans les magasins. Donc opposition, non, effectivement complémentarité, mais il faut, pour conclure, consolider, renforcer ce réseau de libraires qui est dans une forme quand même de concurrence au regard des frais de postaux, par exemple, dans une forme de concurrence déloyale. Voilà, je voulais compléter, mais Yannick le dit, c'est que le but de la loi, et nous du rapport sur cette loi-là, c'était quand même, le but de la loi, c'est de protéger cette diversité et cette diversité des librairies sur tout le territoire. Et là, on peut le prendre par tous les bouts, il y a effectivement une concurrence déloyale. On ne va pas rappeler la non-équité fiscale, donc l'inéquité fiscale. Et donc, à partir de ce moment-là, ce que je voulais dire aussi sur les marketplaces, comme on dit, donc, sur le marketplace, il y a des marketplaces françaises qui sont très très qualitatives aussi, on peut aussi s'y tourner. Et ces marketplaces françaises renvoient souvent sur des librairies locales que vous avez dans votre localité notamment. Et ce que nous avons fait, c'est essayer d'exposer un plan de protection de cette diversité. Protection de cette diversité parce qu'effectivement, il y a un opérateur qui est extrêmement puissant, qui peut très très vite mettre à mal cette diversité, mais très très vite. Donc c'est pour ça, ce n'est pas en opposition, mais c'est en protection d'une certaine partie des gens qui diffusent et qui vendent des livres, donc les libraires. C'est en protection de cette partie-là que nous avons établi notre rapport. Très bien, merci chers collègues pour votre rapport d'évaluation de cette loi de 2014 et nous poursuivons